Et pour en parler avec nous, Joseph Baoud, directeur de l'Institut des affaires publiques et internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Bonjour. Bonsoir. Comment interprétez-vous les retards dans la mise en œuvre de cet accord ? Le rôle de la Croix-Rouge, notamment, a dû être précisé auprès des autres otages, ceux qui vont rester aux mains du Hamas, apparemment. Écoutez, il y a deux façons peut-être d'interpréter ce retard. D'abord, on peut dire que c'est un tout petit peu assez classique dans des situations, dans des opérations de ce genre, des anicroches de dernière minute. Ça, c'est possible, mais sinon, je crois qu'il y a aussi de quoi se poser des questions sur un tout petit peu les tiraillements au sein de la direction israélienne. Vous savez que Netanyahou fait face quand même à des pressions très contradictoires. D'une part, les parents d'otages qui auraient aimé avoir un nombre plus grand et changer de main, et d'autre part, une aile droite qui refuse même le principe de la négociation et de cet échange-là. Il y a peut-être aussi des divergences au sein du Hamas qui, comme on le sait, n'est pas une organisation complètement monolithique dans laquelle il y a aussi des branches, des ailes, etc. Donc je crois que ce retard, même s'il inquiète, il augmente un tout petit peu la pression psychologique, peut être compréhensible et explicable. La vraie question sera demain de savoir si tout ça va avoir lieu, si à 7 heures la trêve va rentrer en vigueur, si à 4 heures de l'après-midi les otages seront libérés, et qu'est-ce qui sera des prochains jours, c'est-à-dire si la trêve va durer et qu'est-ce qui va la suivre ensuite, puisqu'on sait qu'une grande partie du leadership israélien commence déjà à parler d'une guerre qui reprendra dès la fin du 5e jour. Vous pensez, vous, Joseph Baoud, qu'il y a un risque réel que demain la trêve n'ait pas lieu à 7 heures, heure locale, comme semble-t-il s'y sont engagées les autorités ? Écoutez, moi je vous parle d'un pays et d'une ville ici où pendant la guerre qui a duré 15 ans, nous avons peut-être connu une quinzaine de milliers de cessez-le-feu. 80% étaient pratiquement écorchés ou écornés 2 jours après. Donc la région est pleine de choses comme ça. Ça va dépendre beaucoup de la solidité de l'accord, de la volonté des deux parties de vouloir faire perdurer cette trêve, mais aussi surtout de la force, disons, et du levier qu'ont les parties intermédiaires, c'est-à-dire le Qatar, peut-être un peu l'Égypte, les États-Unis. Donc tout ça reste très, je dirais, branlant. Il faut espérer qu'elle aura lieu parce qu'aussi, à la fois, Israël en a un tout petit peu besoin parce que Netanyahou a besoin de donner quelque chose à son opinion et singulièrement aux familles des otages. Le Hamas a aussi besoin parce que la population de Gaza est aujourd'hui par terre, elle est à genoux, et donc l'aide humanitaire est bienvenue, et je crois que rien que pour cela, on peut espérer 3 ou 4 jours de trêve, mais même là, à ce niveau, je resterai sceptique. Les autorités israéliennes affirment disposer d'une première liste de noms d'otages. Cela signifie qu'on a la possibilité, côté israélien en tout cas, d'identifier quels sont aujourd'hui les captifs encore vivants aux mains du Hamas. Tout d'abord, oui, l'échange de noms a eu lieu, d'abord pour s'assurer que qui était encore vivant, les familles, le regroupement, comme l'a dit le fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qatari, mais aussi de l'autre côté, il s'agissait aussi de donner, et ça c'est dans la loi israélienne, dans la constitution israélienne, il fallait divulguer le nom des prisonniers palestiniens à relâcher avec je crois, un délai de 2 ou 3 jours pour que n'importe quel citoyen israélien puisse se pourvoir en cassation devant la Cour suprême israélienne en cassant la décision. C'est peut-être une des raisons qui a retardé cet échange. C'est donc un mécanisme assez compliqué. Les Qataris, je crois, ont fait un travail assez remarquable, assez admirable. Ils en ont l'habitude, ils ont fait des choses comme ça avec les talibans en Afghanistan, avec certaines organisations en Syrie. Donc c'est un job qu'il faut bien faire. Et comme je vous le disais, c'est un job aussi dont on va avoir besoin à partir de demain à 7 heures pour s'assurer que le délai de 5 jours va être respecté et que l'ensemble des libérations va être couverte. On libère demain 13 otages uniquement. Il y en a encore le reste, enfin 43 autres. Et tout cela, et bien sûr, toutes les choses sont interreliées. La trêve sur le terrain, les otages, le respect des listes, etc. etc. Et vous l'avez dit, les prisonniers palestiniens, des femmes et des mineurs, semble-t-il, une liste de 300 noms de personnes libérables a été communiquée par Israël. Seule la moitié sont effectivement libérées. Sur quels critères ? Exactement.
J'imagine que c'est pour des raisons aussi de pression interne en Israël. Il y a des prisonniers qui ont dû probablement être coupables d'exactions difficilement pardonnables pour l'opinion publique israélienne, surtout en ce moment, après le 7 octobre. Donc je crois qu'il y a beaucoup de complications, beaucoup de subtilités que nous ne connaissons pas entièrement. Mais déjà, si demain, ce qui est prévu pour demain tient, ça pourrait quand même poser le premier jalon d'une opération de reprise de confiance relative entre les acteurs et peut-être d'augurer d'un début de sortie de crise politique à tout cela, même si, encore une fois, je préfère rester prudent et sceptique. Reprise de confiance, dites-vous, grâce à l'intermédiaire du Qatar, ça aide de ne pas s'embarrasser de principes dans les relations que l'on entretient avec les uns et les autres, d'héberger même des dirigeants politiques du Hamas, comme le fait le Qatar. Écoutez, s'il n'y avait pas ça, je crois qu'on aurait été bien normal de trouver un intermédiaire capable de parler aux deux parties, de peser un tout petit peu sur le Hamas, puisque le Qatar est quand même un bailleur de fonds de la bande de Gaza. C'est le rôle qui est dévolu à tous les intermédiaires d'habitude. Quand on fait des négociations comme ça, on s'assied avec des parties avec lesquelles d'autres n'ont pas envie de parler ou ne peuvent pas parler. Vous parliez de la Croix-Rouge tout à l'heure, c'est aussi son rôle aussi de garder un contact avec les partis qui ne sont pas toujours désirables ou respectables pour d'autres partis. C'est le b.a-ba de la diplomatie et le b.a-ba de la négociation. Merci Joseph Baoud d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous.